Podcast Crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. Aujourd'hui les amis, nous souhaitons un joyeux anniversaire à Bitcoin, à notre Satoshi d'amour, si tu nous regardes, in spiritu Santoshitum Bictunum. Pourquoi? Parce que le 3 janvier 2009, et oui les amis, c'était le lancement, le tout premier bloc du Bitcoin où Satoshi dedans, il a mis le titre du journal à l'époque. C'est beau bordel! Et bon, le 3 janvier 2009, bon... Eh oui, qu'est-ce que tu faisais toi? Dis-moi en commentaire ce que tu faisais en janvier 2009. Dites-moi. En mars et avril dernier, ou comme on a pu avoir à l'été 2024. Ce qui, moi, m'intrigue quand même, c'est que du côté des grosses whales, des gros fonds, ça achète pas mal. Ce qu'on voit là actuellement sur les ETF Bitcoin Spot, c'est que depuis la correction qu'on a eue en octobre et novembre dernier, ça accumule pas mal. On est sur 80 000 BTC d'inflow depuis ces niveaux de prix, et c'est des niveaux de prix qui sont similaires à ce qu'on connaît actuellement, 88, 87, 85, 90. Enfin, on voit bien ensemble que ça bouge pas depuis des semaines, voire des mois. Ça fait 2 mois que ça bouge plus. Mais malgré cette phase-là d'ennui, de faible volatilité, ça accumule très très fort. Donc, soit on est sur des entités qui s'en foutent du bear market ou d'une correction plus grosse, et elles, ce qu'elles veulent, c'est accumuler sur du très très long terme. C'est que justement, ça regroupe les premières erreurs. J'ai pensé que le marché était encore en mode facile. J'ai pensé que les fondamentaux de certains projets étaient encore valides. Malheureusement, si on prend en compte que les institutions sont maintenant rentrées dans le marché, ce qui a été le souhait d'une majorité des retail comme vous et moi pendant énormément longtemps, parce qu'on s'est dit, oh mon Dieu, si les institutions entrent et commencent à acheter Bitcoin ou les cryptos, ça va exploser. Malheureusement, on a vu tout à fait le contraire. Depuis qu'on a vu les institutions rentrer en janvier 2024 avec les fonds négociés en bourse, ETF de Bitcoin et ainsi de suite, malheureusement, on a vu un énorme changement au niveau du régime de marché. Il faut être beaucoup plus sophistiqué. C'est pour ça que la majorité du temps, je vous parle de mes systèmes de tendance, je vous parle des algorithmes qu'on utilise chez Aaron. C'est parce que ces grandes firmes-là, ces institutions-là utilisent des systèmes. Petit florilège des prédictions des gros poissons pour le marché crypto cette année. Dans l'ensemble, on a affaire à un optimisme prudent, marqué par une adoption institutionnelle massive, malgré la volatilité puis la torpeur de la fin d'année. La plupart des analystes s'accordent sur un objectif pivot autour des 150 000 $. Bernstein maintiennent ce cap pour la fin d'année, rejoint par Standard Chartered, qui ont récemment ajusté leur cible à ce niveau-là. Ils ont un peu rétropédalé parce qu'à l'origine, ils voyaient déjà un BTC à 300K d'ici fin 2026. JP Morgan, eux, se montrent un peu plus optimistes et audacieux avec une estimation à 170 000 $ environ. Tom Lee, le PDG de Fundstrat, continue de viser une fourchette entre 200 000 et 250 000 $ portée par l'arrivée massive de capitaux via les ETF. Le truc, c'est que dans le même temps, le chef de la stratégie crypto chez Fundstrat prédit plutôt un BTC à 60K. Les deux sont pas d'accord, mais après tout, deux visions peuvent bien coexister au sein d'une même entreprise, pas vrai? Néanmoins, certains experts comme Mike Maglone de chez Bloomberg restent à contre-courant, évoquant la possibilité d'un marché baissier extrême. Sur les marchés dérivés, et ce sentiment renforce le sentiment bullish, mais augmente aussi le risque de volatilité à court terme si les prises de profit s'accélèrent. Et du côté des exchanges, Binance a identifié et corrigé une faille liée au monitoring des flux sur certaines paires de trading spot. Aucun fonds d'utilisateurs n'aurait été compromis selon la communication officielle et l'incident souligne la complexité croissante des infrastructures d'échange à grande échelle. Même sans perte, ce type d'événement rappelle que le risque opérationnel reste un facteur clé dans la valorisation et la confiance accordée aux plateformes centralisées. Et on va terminer avec Solana qui montre des signes clairs d'adoption institutionnelle en ce début 2026. Des fonds et acteurs traditionnels s'intéressent à ses performances techniques. Laisse-moi te rappeler quelques notions essentielles de la finance décentralisée. En DeFi, pour que les échanges puissent se faire, il faut forcément des réserves de liquidité. Et contrairement aux plateformes centralisées comme Binance ou Coinbase, pour que les échanges puissent avoir lieu en DeFi, il faut forcément que des personnes comme toi et moi apportent cette liquidité. Ça, c'est vraiment le cœur, l'essence même de la DeFi qui lui permet de tourner. Cette liquidité est le plus souvent gérée par des smart contracts, donc des contrats intelligents, moi je préfère dire contrats automatisés, qui s'auto-exécutent à chaque transaction. Et du côté altcoin, AAVE a récemment tenu un vote de gouvernance structurant impliquant des ajustements stratégiques majeurs pour le protocole. Le fondateur Stani Kulchov a clarifié la feuille de route après le vote, insistant sur la soutenabilité long terme
Et les priorités incluent la gestion du risque, la stabilité du token et l'adaptation au cadre réglementaire. AAVE cherche à rassurer les investisseurs DeFi en montrant une gouvernance mature, un facteur clé pour attirer du capital institutionnel dans la finance décentralisée. Au-dessus de la tête depuis des semaines. Il suffit que ce soit confirmé par la Cour suprême et c'est bon, on passe à autre chose. Je pense que ça serait plus simple. Ensuite, ça c'est fondamental, on va beaucoup en parler, c'est le fameux Clarity Act qui devait sortir en décembre. Beaucoup de gens se plaignent dans le secteur des cryptos, ils sont impatients et autres. Le patron de Coinbase comprend, parce que, je vous l'ai déjà dit, c'est un autre niveau. Parce que le Clarity Act, c'est vraiment la réglementation de manière globale de tout le secteur. Pour moi, c'est normal qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des gens, des débats, des gens qui soient contre. Et l'objectif, c'est que ça sorte au mois de janvier. Il va falloir parler de quelque chose, les amis. On a notre chère Christine Lagarde, je rappelle présidente de la BCE. Eh ben, elle aurait touché 726 000 € par an. Alors, bien sûr, là, c'est mélangé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le salaire, mais il y a aussi tous les avantages qui sont compris. Mais même 726 000 € par an. Nous, on travaille. Je veux dire, on travaille. On se lève à 7 h du matin. On rentre chez nous. 18 h, 19 h pour certains. On travaille pour gagner quoi? Pour gagner des sommes qui jamais n'atteindront ça. C'est-à-dire qu'elle, en l'espace d'1 an et demi, elle est peut-être à 1 million. Nous, faites le calcul s'il vous plaît et dites-moi en commentaire combien de temps il vous faudra. Combien de temps nous faut-il, nous, pour qu'on arrive à atteindre 1 million? De l'explosion de l'or ces derniers mois. Toute cette situation, si elle perdure, pourrait apporter son lot d'inquiétudes, d'incertitudes sur les marchés, et on le sait, les marchés n'aiment pas l'incertitude. Pour le moment, il ne faut pas s'attendre à un début d'année extraordinaire et faire très attention à l'ouverture des marchés, comme je te le disais, dès ce début de semaine. Personnellement, je joue la carte de la prudence, plus. Surtout qu'on en a parlé dans une précédente vidéo, on pourrait avoir une année 2026 très particulière. En tout cas, là, eh bien déjà, dès le 3e jour de cette année, on en prend le chemin. Alors, je ne voulais pas tout de même finir cette première vidéo de l'année sans une note positive. On a eu une journée et une semaine assez intéressantes dernièrement et surtout qui nous attendent parce qu'on commence à observer un léger changement de cap sur le marché. Tout d'abord, on a réussi à maintenir notre prix pour avoir une clôture au-dessus des 88 300 $. La ligne orange ici, ça fait vraiment plus de 2 semaines, presque 3 même, qu'on n'a pas réussi à avoir un mouvement comme ceci qui ne se passe rien du tout. À chaque fois qu'on a dépassé cette ligne orange, eh bien, on est retombé immédiatement en dessous et finalement, on a réussi à clôturer au-dessus. Donc ça, c'est un bon signe pour le court terme immédiat, même si les marchés des cryptos restent encore marqués par la frénésie qu'on a pu voir dernièrement. En fait, personne ne veut croire à un véritable retournement de tendance. Plus personne ne croit aux cryptos actuellement. En tout cas, on ne pourra pas se prononcer trop rapidement avant d'avoir franchi le seuil des 95 000 ainsi que les 102 000 $. Ici, c'est sur l'intervalle journalier. Vous avez la moyenne mobile de 365 jours qui se situe actuellement, elle est aux alentours des 101 500. Enfin bref, tant que ces niveaux clés de toute façon ne seront pas franchis, eh bien on ne pourra pas réellement affirmer qu'une tendance haussière est en train de s'amorcer sur le court terme immédiat. Pour le moment, ce n'est pas vraiment à prendre en considération. Cependant, je prévois toujours une hausse en 2026. Donc, en ce qui me concerne, ce n'est qu'une question de temps de toute façon. La seule question, c'est de savoir si on va pouvoir franchir des niveaux plus élevés et poursuivre notre ascension vers les prochains niveaux de résistance. Alors, qu'on approche d'un bottom, oui, ça n'a pas besoin d'être au bottom exact, mis à part ce qu'on avait vu ici après FTX. Donc, après FTX, il faut tout le temps prendre le contexte ici. On avait le crash d'une des plus grandes échanges au monde. Naturellement, les gens vont prendre leur profit et ainsi de suite. Ou leur perte plutôt dans ce cas-ci. Okay? Donc, on arrive dans une zone semblable. C'est pourquoi cette semaine, je vous ai dit que de mon côté, j'ai de la difficulté à avoir un Bitcoin qui irait à 30, 40, 50 000. Okay? Donc, disons qu'on est en bear market. Je pense qu'on aurait pu être en bear market déjà, si disons, dans le futur, on va le savoir. Là. Mais si on est en bear market, ça allait commencer la mi-octobre, comme qu'on a marqué ici, comme on a vendu nos actifs à la mi-octobre, le 13 octobre, j'aurais vraiment de la difficulté de voir un Bitcoin à 30 à 50 000 $. Donc, là, tu me dis, ouf, ça me soulage. Certainement, mais est-ce qu'on pourrait voir un Bitcoin à 60, 70 000 $? C'est à peu près ce que je verrais. Okay? Et ça va avec beaucoup de données qu'on a regardées ensemble. On en a regardé une multitude, on n'ira pas les regarder toutes aujourd'hui. Mais si on prend en compte un indicateur du genre aussi, ça se rapproche très proche d'un bottom. Okay?
Donc, très important à noter. Maintenant, sur le Bitcoin en daily, dont on suivait cette vague au fil du temps et au fil des analyses et des vidéos précédentes, dont il avait fait le point A le 6 octobre, le point B le 4 novembre et le point C le 11 novembre, dont on avait étudié qu'il avait fait un creux le vendredi 21 novembre à 80 524 et que depuis il s'est mis en range autour donc de ces deux cibles-là qu'il a atteintes, donc la V à 90 308 et la NT à 88 668. Donc on avait pu établir par rapport à ce point D un cône de force avec ces deux lignes de force qui nous conduisaient donc dans ces deux dates-ci entre le 1 du 12 et le 6 du 1, dont d'ailleurs on se rapproche de cette date, de cette vague D de retracement de cette grande vague principale daily. Alors, une news assez intéressante, j'ai envie de dire, attrapez-les tous. Non, je parle pas de Pokémon, surtout que j'y connais rien du tout en Pokémon. Je suis pas trop la génération Pokémon, moi plutôt la génération Club Dorothée. C'est les mêmes coins, paf, qui reviennent sur le devant de la table. Les mêmes coins qui ont bondi fortement hier. La capitalisation des Bitcoin a bondi de 8% pour atteindre quasi les 40 milliards $. On a des mêmes coins assez énervés comme le PP qui est quand même fortement capitalisé, qui a pris quasi plus 24% hier. Et ses potes, le Bonk, le Dogecoin et tout, ont quasi fait des hausses à 2 chiffres, à 10%. Donc, est-ce que on a le retour d'un marché haussier, le retour du sentiment des investisseurs dans le positif avec ces mêmes coins? Bon, ça reste possible. Après, certains mettent un peu d'huile sur le feu. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.